Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez fait le bon choix parce que je vous promets que ça va être chaud. Je reçois aujourd'hui Éric Zemmour, grand reporter au Figaro, l'auteur avec Patrick Poivre d'Arvor des Rats de garde, publié chez Stock, dont toute la ville parle actuellement. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc on démarre par la revue de presse, mais elle vous concerne directement. Dans l'événement du jeudi, le débat du jour dont nous allons parler. Stars et hommes publics, pourquoi il ne faut pas tout dire sur la vie privée. Et alors, mon grand étonnement, les avis sont partagés. 50% des Français sont pour, 50% sont contre. Mais on va le développer après ça. Hein. Le bilan du monde, vous le connaissez, évidemment. L'analyse de 174 pays et des 26 régions françaises. C'est une Bible qui est publiée chaque année et qu'il faut garder. C'est un bel outil de travail. Alors dans l'Express, stupéfaction aussi, le bonheur français, une grande enquête de l'Express, les Français sont heureux, mais alors à tous les niveaux, figurez-vous, hein, conso, vie privée, sexualité. Pourtant, quand on les rencontre dans la rue, ils n'ont pas l'air particulièrement joyeux, mais c'est comme ça. Alors là, le Nouvel Observateur a frappé très très fort, avec un dossier superbe sur Sartre, 20 ans après, des signatures magnifiques, dont mon idole Angelo Rinaldi, mais surtout les extraits exclusifs du Sartre de Bernard-Henri Lévy, qui est absolument remarquable. Mais Eric, est-ce qu'on peut être célinien comme vous l'êtes et sartrien? Ça, je voudrais bien le savoir, moi. Alors, Nova Mag, bon, ben, vous connaissez Jean-François Bizot, hein? Ben, lui, il publie tout ce qui est cool et n'est pas cool pour l'année à venir, et on peut lui faire confiance. Ça vous concerne directement, Éric Zemmour. Un nouveau journal, l'Hémicycle, le nouveau journal des responsables politiques, si ça peut les rendre davantage responsables. Donc, après la télé parlementaire, la presse pour parlementaires. Il faut les occuper, hein. Et enfin, numéro 1 de la semaine, un nouveau titre, 9 mois, tout sur la grossesse. Vous connaissez un rayon, parce que vous avez 2 enfants, avec évidemment un entretien avec Laurence Pernou. Voilà, alors donc, voilà le chef-d'œuvre qui délie bien des langues actuellement dans les médias, les rats de garde. Alors, il faut resituer un petit peu l'histoire, n'est-ce pas, Eric, pour répondre à l'occasion. Allez-y, allez-y. Tout commence par la parution du livre L'Omerta française, on l'a traité ici, on avait reçu Sophie Coignard, l'audience avait explosé. Ce livre est numéro 1 au hit-parade des essais. Donc ce livre sort, dénonce beaucoup de choses. Vous êtes contre, vous publiez dans Marianne un papier contre, vous allez jusqu'à prôner la dissimulation et l'hypocrisie pour sauver la démocratie. Et le directeur de Marianne, Bernard Moreau, lui est pour, demande à ce que ce livre soit remboursé par la sécurité sociale. Donc, de sorte que ça ne s'était jamais vu dans l'histoire des médias français, au sein du même journal, vous vous livrez à un duel stupéfiant à coups de plumes vitriolées. Moi, je pense que vous auriez pu aller au bistrot, en parler, vous réunir, non? Alors aujourd'hui, non, mais ça ne vous a pas suffi, ça. Ça ne vous a pas suffi. Non, ça ne nous a pas suffi. Alors aujourd'hui, plus fort, le livre coécrit avec PPDA, Les Rats de garde, répond donc à cet autre livre, L'Omerta française. Mais est-ce bien raisonnable? Est-ce que il n'y a qu'en France qu'on voit ça, non? Mais moi, je trouve ça très raisonnable, au contraire. Moi, je trouve, non, sincèrement, je trouve formidable qu'on puisse se battre à coups de livres, à coups d'arguments. Je trouve que c'est ça la démocratie, c'est ça le... Et puis en plus, ça prouve qu'on garde, en ces temps de télévision triomphante, d'internet, de nouveaux médias, on garde un respect pour le livre, pour la chose écrite, pour la chose un peu raisonnée, un peu réfléchie, du respect et de la considération. Moi, je trouve ça pas mal, franchement. Ah ouais. Je pense que moi, j'aime me battre par mots interposés et par livres interposés. Je trouve ça noble. Bon, très bien. Alors, vous démarrez le livre par cette phrase, la peste est toujours transmise par les rats. Vous allez fort, hein? Et alors là, dans un prologue, au préambule, vous mettez ce même Bernard Moreau en scène. Il est patron du Vengeur musqué, tout un programme. Bon, il fait tomber tous les candidats à la présidentielle, tout ça. En racontant leurs histoires sentimentalo-sexuelles. Voilà, et là, on en trouve. Hein. Et ça se termine qu'il devient fou à la fin, place de la Concorde. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin de la fiction, Raymond Barre reste le seul candidat
en lice, puisque tout le monde Ah oui, le s'est malheureux désisté. président malgré lui. Et le malheureux président malgré lui. Et je m'amuse avec un Bernard Moreau, place de la Concorde, Ouais. qui effectivement se baladerait un peu fou, Ouais. en disant mais pour Raymond Barre, moi j'en sais des choses quand il était Ah Premier ouais, ministre il en va faire tomber 76, ça aussi. et donc il fera tomber aussi Raymond Barre. Et oui, mais vous risquez pas le procès, là? C'est un jeu, c'est une fiction. Ah, mais je sais pas c'est- si ça va vraiment le faire rigoler, hein? Non mais moi ça m'a bien fait rigoler. Ah bon, Et j'espère que les lecteurs ça les fera rire. Parce que on met en scène Moreau, mais on met en scène plein de gens. Ouais. C'est un jeu, on a essayé de raconter. Nous aussi on a fait notre fiction, nous aussi on a raconté des histoires. Alors on invente, on tire un peu de la réalité pas connue pour Ouais, inventer ouais. des Il y a choses. qu'on reconnaît. Voilà, exactement. Les avis les plus experts reconnaîtront des choses. Mais bon, c'est un jeu, c'est une fiction. Alors, page 47, vous dites « Vive les duels », mais Éric Zemmour, autrefois les duels se passaient en petit comité. Ah ouais, mais moi j'ai Et la là, c'est quand même nostalgie. sur, toute J'ai la la France. nostalgie. Vous savez, quand j'étais jeune, j'aimais les Trois Mousquetaires, comme tous les petits garçons qui se respectent. Et j'ai la nostalgie des duels sur le pré. Alors, comme on ne peut plus faire ça, Non, je bois peux de plus Boulogne, sortir il y a mon plus épée, d'arbres, voilà, ouais. malheureusement. Ah, Donc je d'accord. sors mon Macintosh et je tape sur mon ordinateur comme un petit fou. Ouais. Et je Ah me ouais. bats comme ça à coups Je de veux mots. dire, c'est encore plus violent, hein. Bon, page 66, vous reconnaissez tout de même que les politiques, qui se sont indignés sur cette omerta, laissent entrer les photographes depuis un certain nombre d'années maintenant, dans leur cuisine, peut-être pas la chambre à coucher, mais on n'y va pas loin. Bah, écoutez, ils ont peut-être un retour de bâton qu'ils ont suscité eux-mêmes, Là, je non? crois que vous avez tout à fait raison. Je crois que c'est une des thèses fondamentales du livre. Je pense que les politiques, si vous voulez, ce que j'essaie d'expliquer, au-delà de la plaisanterie du début, du jeu du début, qu'après tout, il faut bien et s'amuser et amuser le lecteur, il n'y a pas de mal. Dédramatiser un peu. Exactement, bon. Mais, pour les choses plus sérieuses, je pense que depuis 20 ans, on vit, ça tout le monde le dit, un recul du politique. Le politique ne maîtrise plus rien, ni l'économie, ni le social, ni rien du tout. Mais il devient people. Exactement, c'est ce que je dis moi dans mon livre, ça devient des chanteurs. Donc, ils se comportent comme des chanteurs. Et donc, pour récupérer une popularité qui tombe en flèche, car les gens sentent bien leur inutilité croissante, ils croient malins de courir dans la presse people, de se précipiter main dans la main Avec leurs femmes. de montrer leur petite progéniture, leur charmant bambin. Les recettes de cuisine, on a tout, exactement. ouais. Et on voit, moi qui suis un journaliste politique depuis 10 ans, je n'ai jamais vu ça, on voit maintenant les hommes politiques venir dans les meetings politiques, main dans la main avec madame. Bientôt, ils vont faire comme aux États-Unis et monter à la tribune avec leurs enfants. Ouais. Moi, je dis, c'est une catastrophe. Je dis, les politiques sont suicidaires. Je dis, les politiques ne doivent pas s'étonner s'ils font de leur couple, de leur famille, un objet médiatique et un objet politique et un objet donc du suffrage universel. Il ne faut pas qu'ils s'étonnent si, en échange, les médias, La crédibilité. si les médias vont chercher de plus en plus ce qu'il y a derrière cette image en papier glacé, et éventuellement aller chercher leur maîtresse, etc., comme aux États-Unis, comme en Angleterre. Je sais qu'on y reviendra tout à l'heure. Je crois que là, je prends une comparaison historique assez parlante, je crois. C'est à la fin du XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution, c'est les aristocrates libéraux qui lancent la Révolution, et ce seront les premiers à passer sous la guillotine. Et je crois que les politiques sont exactement dans ce même cas. Tous guillotinés. Bah, vous dites donc. Alors bon, une chose intéressante aussi, finalement, si on parle de la rumeur, la délation, vous revenez sur l'affaire Pompidou, et moi ça m'a passionné, ce chapitre-là. L'affaire Markovic, c'était assez ignoble. Bon, si vous voulez, ça l'a pas empêché d'être élu président. Si donc vous les voulez. Français sont pas dupes. J'ai voulu montrer deux choses. J'ai voulu montrer d'une part, parce qu'on nous dit, l'argument c'est de nous dire, il faut connaître de plus en plus de choses sur la vie privée des hommes politiques, leur patrimoine, leur vie sexuelle finalement a des influences sur leurs décisions politiques. Ça serait, nous disent ces gens-là, ça serait la preuve d'une nouvelle maturité du débat politique, une espèce de progrès. J'ai voulu montrer, en revenant en arrière, en montrant l'affaire Pompidou, en revenant jusqu'à l'affaire Caillot au début du siècle, en revenant même, vous avez vu, sur l'Ancien Régime, j'ai voulu montrer qu'au contraire, c'est le degré zéro de la politique, que la politique a commencé par la vie privée des hommes publics. Et quand je parle de l'affaire Pompidou, j'ai voulu montrer une autre chose. Pour les auditeurs, pour les téléspectateurs, l'affaire Pompidou, c'est en 68, on trouve un truand mort
Marcovic, qui était le garde du corps d'Alain Delon. Le deuxième garde du corps. Le deuxième garde du corps de Alain Delon qui mourait. Et immédiatement, il y a des rumeurs qui s'élancent. On raconte que Alain Delon organise des soirées très privées. Et il y a des photos, montages de Madame Pompidou dans des positions on ne peut plus compromettantes. Et évidemment, on veut par là même compromettre le président Pompidou. Mais comme vous l'avez très bien dit, Christine, ça n'empêche pas le président Pompidou, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, d'être élu président de la République. Voilà. Qu'est-ce que j'ai voulu montrer en racontant cet exemple? J'ai voulu montrer qu'à l'époque, quelle est la France qu'on veut choquer? On veut choquer la France paysanne, la France catholique, traditionnelle, qui a le goût du secret, devant laquelle il n'est pas bien bon d'être divorcé, d'avoir des penchants sexuels un peu particuliers, d'être homosexuel, d'aimer les soirées un peu olé olé. Bon. Qu'est-ce qui se passe 30 ans plus tard? Ce n'est plus du tout ce moralisme-là qui est mis en avant. C'est plus du tout cette France-là qu'on veut choquer en racontant les histoires de fesses des hommes politiques, etc. C'est au contraire une nouvelle France, une France issue de mai 68, qui n'a pas froid aux yeux, qui accepte avec un regard sympathique toutes les déviances sexuelles, qui autorise l'homosexualité à se dire et à se proclamer, et qui même accepte toutes les pratiques sexuelles sous réserve qu'elles se disent, qu'elles s'avouent. Ah bon, ben vous voyez bien qu'il faut dire la vérité sur la vie privée. Je vais être obligé de vous quitter, Éric, parce que chaque semaine, désormais, nous posons une question d'actualité brûlante aux jet-setters sur le lieu de leur crime. Éric Mata est allé chez Castel réveillonner russe. Regardez. Après les aigrefins du 31 décembre qui glosaient pour savoir si oui ou non le nouveau millénaire était entamé, ce soir encore une histoire de calcul. Le délicieux décalage entre les calendriers julien et grégorien nous offre 2 semaines après de nouvelles agapes. Un froid presque sibérien, moult caviar, force vodka, rien ne manquait chez Castel pour ce nouvel an russe. Alors posons l'orthodoxe question à nos jet-setters, que pense-t-il de la démission de Boris Eltsine? Attention, les experts en relations internationales n'ont qu'à bien se tenir. Alors, un peu surprise, mais pas du tout déçue. C'est vrai que pour un garçon qui détenait une arme nucléaire, il nous a beaucoup fait rigoler, il va nous manquer. Je trouve qu'il s'est retiré au bon moment. De la Seine à la Volga, il n'y a qu'un pas et certains le franchissent allègrement. Alors Poutine, il faut savoir que dans le sud-est de la France, c'est un petit poisson qui sait naviguer entre les eaux. Et lui, je le soupçonne, je ne sais pas si c'est un homonyme, mais je le soupçonne d'avoir choisi exprès son nom pour naviguer en eau trouble. Il y a bien longtemps qu'il aurait dû quitter le gouvernement. Moi, je trouve que, quand même, on n'a jamais vu ça. Un chef d'État qui reçoit la reine d'Angleterre, il est tellement bourré qu'il n'est jamais descendu de l'avion. C'est merveilleux, non? Ah, ils ont leur opinion, hein. Bon, alors je remonte ce livre, Les rats de garde, Patrick Poivre d'Arvor et Éric Zemmour. Un cri d'alarme contre la société de transparence. Mais en même temps, Éric, regardez là, ma consoeur Geneviève Moll vient de réaliser une biographie d'Yvonne de Gaulle. Ben, vous savez, là, c'est transparent, hein. Il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de procès. Cette dame était digne et n'avait rien à se reprocher. Merci d'être venu. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.